Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. Ravi de vous retrouver pour ce troisième webinaire agro-organique Fraissinet. Donc, je suis Olivier Demarle, le directeur recherche-développement chez Fraissinet, et je suis accompagné de Marie-Emmanuelle Saint-Macary, qui est responsable de toute la partie recherche et qui est docteur en physiologie végétale. Voilà, donc nous avons tout mis en œuvre en fait pour que ce webinaire puisse se passer entre nous sans masque et en toute sécurité. Donc voilà, donc ce troisième webinaire, en fait, il s'inscrit complètement dans la continuité des deux premiers qui se sont déroulés durant cet hiver. Le premier, il portait sur la place des biostimulants dans l'environnement réglementaire. Et les deuxièmes a montré comment les biostimulants pouvaient interagir au niveau de la vie du sol et dans l'interaction biostimulants et vie du sol. Donc ces deux webinaires sont aujourd'hui en diffusion libre sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Si vous arrivez sur la page accueil, vous retrouvez ces deux webinaires. Donc ce troisième webinaire va être structuré de la même façon que les deux premiers, c'est-à-dire qu'il y aura une introduction de Manu sur la partie, une petite introduction sur le sujet, suivie de la présentation qui va durer à peu près une demi-heure et qui sera entrecoupée de synthèses faites par Manu. Et à la fin de la présentation ou tout au cours de la présentation, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sur l'espace dédié donc de questions. Et moi, à la fin de l'intervention, je compilerai toutes les questions pour pouvoir les poser à l'intervenant et à Marie-Emmanuelle afin de restituer un maximum de questions. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ravi de retrouver pour ce troisième webinaire agro-organique. Donc, effectivement, comme l'a dit Olivier, après avoir un peu positionné et centralisé les biostimulants, vaste terme, en agriculture au niveau de la réglementation, dans le premier webinaire, on s'est ensuite donc attaché à faire cette dichotomie qu'il y a aussi pour les biostimulants qu'on sépare avec une action sol et une action plante. Donc, le second était sur l'action sol. Et enfin, donc c'est un peu l'idée de compléter le second webinaire avec celui-ci qui va plus porter sur la physiologie végétale. Donc tous ces interrupteurs moléculaires que vous pouvez voir représentent un peu tous les leviers que nous avons en main pour biostimuler les plantes. Donc est-ce un phénomène de mode ou un opportunisme de marché? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de biostimulants qui arrivent sur le marché, très difficile d'en faire un état des lieux assez synthétique parce que c'est très complexe, on parle justement de physiologie végétale. Et donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le professeur Patrick Dujardin, qui est professeur donc de biologie végétale à Gembloux Agrobiotech, mais surtout c'est quelqu'un qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour plusieurs raisons. C'est déjà un expert à la Commission européenne. Il a aidé à la définition du terme biostimulant qui va rentrer dans le nouveau règlement, déjà donc, dès 2012. Il est coprésident en tout cas de l'organisation des congrès mondiaux internationaux sur les biostimulants, dont le premier a été réalisé en 2012 en France. Et il participe activement à ces congrès, donc à la diffusion du savoir sur les biostimulants en agriculture. C'est également quelqu'un qui a une forte rédaction et une publication. Et aujourd'hui, nous avons mis sur ce Wahoo donc les deux ouvrages traitant des biostimulants qui sont tout nouveaux puisqu'apparus en 2020. Donc pour le premier, le professeur Dujardin est co-éditeur. Il traite un peu de l'implication des biostimulants dans l'agriculture durable, qu'est-ce qu'ils peuvent y apporter. Et dans le second ouvrage, il est l'auteur du premier chapitre traitant donc des biostimulants. Donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez effectivement après consulter ces ouvrages. Et je suis donc effectivement ravie et honorée d'avoir le professeur Dujardin avec nous pour nous présenter aujourd'hui donc cette thématique. Patrick, c'est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces mots introductifs et la gentillesse de ce propos introductif. Alors effectivement, nous allons consacrer du temps à essayer de mieux comprendre cette notion complexe de biostimulant, qui je dirais,
reçoit aujourd'hui un accueil à la fois enthousiaste et critique. Alors voilà, je pense qu'on va essayer d'avoir une heure ensemble pour discuter de cette notion, des attentes, et essayer de cadrer le concept en fait. Hein. Qu'est-ce que l'on attend de ces biostimulants? Alors pour peut-être introduire cette notion, je vous proposerai de faire une analogie avec l'alimentation et la nutrition humaine. Alors, il y a là un tableau que vous avez devant les yeux que j'aime personnellement beaucoup. C'est un tableau qui se trouve au musée du château de Chantilly. C'est un détail en fait de ce déjeuner d'huîtres, donc peinture du XVIIIe siècle. Alors vous avez là quelques gentilshommes bien nés hein, qui sont en train de profiter donc d'huîtres et de champagne, probablement au-delà de la raison. Et ben personnellement, quand j'abuse, comme ça nous arrive, je crois, à tous, de bonne chair et de bon vin, eh bien, j'ai l'habitude quand même de prendre un jus de citron, que ce soit le soir même ou le lendemain matin. D'ailleurs, il y a une tradition hein, de servir des sorbets au citron en fin de repas. Ce n'est pas évidemment le hasard, parce qu'on peut rechercher dans le citron un certain nombre d'effets physiologiques qui vont nous aider à mieux digérer les excédents de graisse. Le jus de citron stimule en effet la production de bile. Nous allons également protéger notre foie contre les agressions de l'alcool, hein, qui a différents effets oxydants néfastes. Et donc, le jus de citron possède toute une série d'antioxydants qui vont effectivement protéger également le foie contre les dommages associés à l'alcool. Alors, qu'est-ce que je veux vous expliquer à travers cela? C'est que indéniablement, un aliment citron, bien évidemment, est hein, il a une abondance d'ion potassium, par exemple. Donc, on peut retrouver dans le citron, évidemment, un certain nombre de nutriments qui en font une partie de l'intérêt. Oui, mais quand on prend un jus de citron après un repas, je dirais, trop riche, on va rechercher dans le jus de citron d'autres constituants de ce jus de citron, des antioxydants, hein, qui vont donc protéger le foie, un certain nombre de composés bioactifs qui vont cibler des effets physiologiques bien précis. Et c'est argumenté par la littérature. Ici, je vous cite une revue de la littérature scientifique dans le domaine plutôt médical, bien évidemment, où on parle des composés bioactifs naturels du jus de citron. Eh bien, quand on va utiliser les biostimulants, quand on va appliquer les biostimulants sur les plantes, ce sont ces composés bioactifs ciblant donc des effets physiologiques précis que l'on va donc viser. Et donc le concept de biostimulant, on peut le mettre en parallèle hein, de cette notion de nutraceutique ou d'alicament, on dira plutôt aliment fonctionnel aujourd'hui également. Mais donc il ne s'agit pas seulement donc de nourrir, d'apporter des éléments nutritifs, il s'agit clairement de biostimuler un certain nombre de fonctions physiologiques avec des effets donc bénéfiques évidemment qui sont recherchés. Donc le biostimulant, vous voyez qu'on l'a glissé ici entre l'engrais, hein, qui est un fournisseur d'éléments nutritifs, hein, dans son acception, sa définition précise, c'est un fournisseur d'éléments nutritifs, l'engrais. Donc le biostimulant est situé entre ces engrais et puis les pesticides, molécules de synthèse, hein, qui vont avoir pour principal objet évidemment de protéger la plante contre des agresseurs, mais dans la catégorie des pesticides à usage agricole, vous savez qu'on met aussi des hormones hein, qu'on peut appliquer aux plantes, on met aussi ce qu'on appelle des séfeneurs hein, d'herbicides, donc des molécules qui protègent contre les actions néfastes d'herbicides. Et finalement, avec les pesticides, on est plus proche des médicaments hein, dans le domaine médical. Donc, pour résumer, et en espérant être déjà assez clair sur le cadrage finalement de cette notion de biostimulant, les produits biostimulants, ce sont en quelque sorte les aliments fonctionnels des plantes. Ils revendiquent des effets physiologiques bénéfiques sur les plantes cultivées. Ils sont distincts des engrais, fournisseurs
d'éléments nutritifs, distincts des pesticides qui ciblent donc la protection des plantes contre les agents biotiques, contre les agresseurs biotiques principalement. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau, les biostimulants? Ben, pas vraiment. Comme vous le voyez sur ces diapositives, je suis allé rechercher l'article le plus ancien qui utilise le mot biostimulant dans son titre. Et donc, c'est un article de 1990 qui précise donc, qui parle de l'utilisation donc de biostimulants organiques pour permettre donc, pour favoriser, pour aider une agriculture donc une agriculture durable à peu d'intrants. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un article en fait qui décrit sur un certain nombre d'espèces végétales, y compris ligneuses, qui décrit l'application d'un biostimulant qui est finalement déjà très proche de beaucoup de biostimulants que l'on rencontre sur le marché, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mélange d'acide humique, des fulviques, d'extrait d'algues, vitamine C qu'on ajoute et un complexe de vitamine B. Alors là, typiquement, donc un biostimulant, un mélange de composés bioactifs avec des effets qui sont décrits sur la tolérance au stress et sur l'utilisation des nutriments. Donc, vous voyez, 90. Et on peut remonter encore plus loin parce que quand on parle d'extrait d'algues d'acide humique fulvique, bien sûr que la littérature a déjà apporté toute une série d'informations sur leurs effets sur les plantes sans que le terme de biostimulant soit utilisé. Ce qui est peut-être nouveau ici en 90, c'est l'utilisation du terme biostimulant. Alors on s'interroge évidemment sur les modes d'action déjà de ces produits depuis ces années 90. Et on remarque déjà dans un article de 93 qu'une difficulté rencontrée avec les biostimulants, c'est clairement la difficulté de reproduire une performance agronomique de façon donc robuste, reproductible. Donc, et ceci constitue évidemment un frein majeur à l'application de ces biostimulants dans le domaine agricole et horticole. Vous voyez que rien de neuf, on peut encore dire aujourd'hui, pratiquement donc, presque 30 ans plus tard, on peut encore dire que la limitation au niveau de l'utilisation des biostimulants, c'est ces difficultés de reproduire les effets au champ. On va évidemment en parler davantage aujourd'hui. Alors, la recherche avance, et elle avance vite, elle va s'approprier quand même ce terme de biostimulant. En particulier à partir donc de 2012, qui est un moment un petit peu charnière. Un moment où on va s'emparer quand même de ce terme de biostimulant, d'abord dans une perspective réglementaire d'ailleurs, de voir si on va introduire ces biostimulants dans une révision de la réglementation sur les engrais et les fertilisants en Europe. Et c'est effectivement à ce moment-là que je suis interpellé en fait par la Commission européenne. On me commande en fait un travail de consultance pour faire la revue de la littérature et de voir si on peut effectivement donner une assise solide à travers la littérature scientifique à cette notion de biostimulation. Je produis ce rapport, je conclus par la positive. Oui, il y a effectivement des effets physiologiques reproductibles associés à l'application de ces biostimulants dans les catégories donc, dont nous allons parler un petit peu plus tard. Et donc, il y a aussi une interaction forte avec l'industrie à ce moment-là pour dégager une définition consensuelle qui sera finalement celle que l'on va retrouver quelques années plus tard dans le nouveau règlement sur les fertilisants marqués CE en 2019 dont on reparlera. Et donc, je dirais, ce moment charnière est aussi celui du lancement donc, des congrès internationaux sur les biostimulants, avec des centaines, puis plus de 1600 participants au cours de la dernière édition à Barcelone en 2019, donc congrès consacré aux biostimulants de façon tout à fait ciblée. Et donc, vous voyez que la littérature scientifique également va commencer à utiliser de plus en plus ce terme. Vous voyez donc ici, il s'agit du nombre d'articles qui utilisent le mot
biostimulants, donc soit dans le titre, dans le résumé ou dans les mots-clés. Et vous voyez qu'il y a une progression très rapide de l'utilisation du mot biostimulant. Et je peux vous dire que 2020, ça continue. 2021, la courbe est loin d'avoir terminé son ascension. Alors, je dirais le monde de la recherche, évidemment, a quelques difficultés avec cette notion de biostimulant parce que d'abord, souvent, les biostimulants, ce sont des mélanges de beaucoup de choses et que le chercheur préfère cibler son analyse sur une catégorie bien précise de composés bioactifs, les acides humiques, les hydrolysats de protéines ou telle vitamine. Les problèmes physiologiques sont très complexes. L'identification des cibles physiologiques constitue un véritable défi. Il y a des incitants très forts aujourd'hui à développer les biostimulants au niveau donc de la société et du monde politique. D'abord, la notion d'économie circulaire, le plan d'action dans le domaine de l'économie circulaire de la Commission européenne de 2015, qui a d'ailleurs été véritablement le moteur de la nouvelle réglementation sur les fertilisants, qui s'insère véritablement dans ce plan d'action. Plus récemment, ce qu'on appelle le Green Deal, avec des objectifs évidemment ambitieux de réduction des produits de synthèse, qu'il s'agisse de pesticides ou de fertilisants. Et bien sûr, les biosolutions, qui sont les biopesticides et les biostimulants, qui vont se profiler évidemment comme les solutions permettant la réduction de ces intrants agricoles de synthèse. Et puis une attente sociétale formulée à l'égard de l'agriculture biologique qui requiert donc des produits naturels pour permettre de protéger les plantes, de les fortifier, de mieux les nourrir, de permettre une meilleure valorisation de la matière organique, etc. Alors, le règlement qui s'appelle 2019-1009, dont vous avez donc les références précises en bas de la diapositive, ce règlement, il est intéressant parce qu'il innove. Il ouvre considérablement finalement les perspectives en matière de mise sur le marché de fertilisants, marché européen harmonisé. Il y avait toute une série évidemment de réglementations nationales qui permettaient déjà de mettre sur le marché toute une série de biostimulants, de fertilisants, d'engrais organiques, etc. Mais le règlement précédent européen 2003-2003 était extrêmement étroit finalement, ne concernait que les engrais minéraux et quelques additifs agronomiques, comme vous le savez. Donc ce que va faire ce nouveau règlement, c'est ouvrir considérablement le jeu et il met en place une double typologie. On va définir donc des catégories fonctionnelles au niveau donc des fertilisants et on va définir des matériaux qui vont permettre de fabriquer, je dirais, ces fertilisants. Et donc, une double typologie se met en place, et c'est à l'intérieur donc de la typologie des catégories fonctionnelles que l'on va donc retrouver les biostimulants qui peuvent être microbiens ou non microbiens. On va détailler un petit peu ces deux sous-catégories, mais vous voyez que les biostimulants sont donc une catégorie fonctionnelle à l'intérieur donc de cette typologie et à côté donc des engrais, les véritables fournisseurs de nutriments, les amendements basiques, d'autres types d'amendements du sol, les supports de culture, les additifs agronomiques qui sont les inhibiteurs d'uréase, de nitrification ou de dénitrification. Et donc les biostimulants constituent la 6e catégorie dans cette typologie, la 7e étant la combinaison de catégories précédentes. Et du côté donc des matériaux donc constitutifs, component material categories, comme dit le règlement, il existe en français aussi, comme vous le savez, et donc là, on va aussi considérablement ouvrir le jeu avec toute une série de sources possibles pour constituer donc les fertilisants en question. Parmi lesquels une catégorie, donc la catégorie 7, les micro-organismes, une liste en fait aujourd'hui positive, assez
limitée de micro-organismes, mais qui pourrait être étendue à l'avenir. Alors, la définition qui va être retenue pour ces biostimulants est donc la suivante. Un biostimulant, c'est un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux, indépendamment des éléments nutritifs qu'il contient, dans le seul but d'améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère. L'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives, la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère. Donc, ce sur quoi je voudrais insister à ce stade et sur cette définition que vous avez devant les yeux, c'est que les biostimulants sont définis par des revendications d'effets agronomiques sur les plantes, mais aussi sur le sol, sur la rhizosphère plus spécifiquement. Donc, un certain nombre de revendications sont donc listées. Il est intéressant d'observer que l'Europe a effectivement été pionnière en la matière, puisque si l'on regarde les initiatives postérieures prises par exemple et en particulier aux États-Unis, je ne vais pas commenter, traduire, prendre le temps de le faire, donc ces deux définitions, je dirais, officielles qui ont été proposées aux États-Unis par l'EPA, donc l'Agence de protection de l'environnement, le Farm Bill, c'est par le Congrès. On va retrouver des définitions basées sur les revendications d'effets, qui sont à peu près les mêmes, qui sont donc la tolérance au stress abiotique, l'efficience d'utilisation des ressources, tout ça se traduisant bien évidemment par une qualité améliorée et un rendement amélioré. Donc il y a quand même une tendance lourde, consensuelle, à définir ces biostimulants par des revendications d'effets, plus que par les constituants de ces biostimulants. Donc, les biostimulants, des effets sur la plante qui sont l'efficience, je préfère d'ailleurs dire efficience qu'efficacité, même si c'est le terme efficacité qui est repris par la réglementation. L'efficience nous renvoie à un rapport entre quelque chose qu'on obtient de quelque chose que l'on investit. Donc, l'efficience d'utilisation des éléments nutritifs à travers une meilleure implantation de la culture, une meilleure activité racinaire, la tolérance au stress abiotique, revendication très importante, donc les stress causés par des agents non biologiques, le froid, le chaud, le sec, la salinité, mais aussi donc des caractéristiques qualitatives au niveau donc des produits récoltés. Et puis au-delà donc de l'action sur la plante, dans le processus d'ailleurs parlementaire, un petit peu tardivement, on a rajouté une quatrième revendication qui porte donc sur la libération, la mise à disponibilité d'éléments confinés dans le sol ou la rhizosphère, qui pouvaient être finalement intégrés dans l'efficience, dans l'amélioration de l'efficience de la nutrition. Donc la première des revendications pouvait parfaitement contenir la quatrième, mais soit nous avons donc une quatrième revendication qui cible davantage donc l'activité du sol, la capacité qu'auront les biostimulants à libérer des éléments qui sont confinés, qui sont peu disponibles dans le sol. Parce que les biostimulants peuvent être des microbiens qui réalisent cette opération, parce que les biostimulants peuvent être des substances organiques qui vont favoriser l'activité de la flore tellurique. Il y a évidemment tout un monde, je dirais, d'activités qui sont à explorer et qui sont à exploiter. Voilà, on va faire une pause peut-être après cette première partie sur le concept et je cède la parole à Marie-Emmanuelle pour peut-être résumer et attirer peut-être déjà quelques questions ou formuler quelques réponses. Voilà, Marie-Emmanuelle, je te cède la parole. Très bien, merci Patrick. Donc je pense que là, tu as bien pris le temps d'expliquer le concept. J'espère vraiment que tout le monde a eu une bonne idée de ce qu'on peut en attendre. Effectivement, le côté revendication est très important puisque c'est bien ce qu'on entend et c'est aussi la raison pour laquelle c'est très large et que ça couvre une grande possibilité de champ d'action au niveau des biostimulants. Donc sur ce schéma est représentée justement volontairement une grosse bulle sur la tête des biostimulants au niveau de la plante, tout simplement parce qu'il y a un monde de nutrition qui est à gauche, un monde plus ou moins connu d'antistress, mais antistress à la fois abiotique, le côté jaune, et puis les stress biotiques, donc là bien connus, des pesticides. Historiquement,
la dichotomie est pesticides d'une part et engrais de l'autre, côté nutrition. Et les biostimulants, comme il a bien été dit, ne font partie ni de l'un ni de l'autre. Ils ne nourrissent pas, ils n'ont pas d'action contre les bioagresseurs directement. Donc, il est clair que les biostimulants peuvent avoir beaucoup de revendications, notamment parce qu'ils couvrent tout le reste de champ d'action possible et attendu au niveau de l'agriculture. Donc là sont reprises les cases les plus attendues, donc effectivement les 4 revendications dont la définition est très claire. Au niveau justement du timeline, donc de ce qui s'est passé, c'était très important de rappeler que ça va faire effectivement 30 ans, 30 ans, donc ça fait un certain moment que l'idée de biostimuler existe, que ce concept a été certainement pris par la recherche, bien plus que le terrain, mais notamment parce que très vite, effectivement, il a été montré que c'était très compliqué de mettre en place et de le voir visuellement, cet effet drastique au terrain, avec toutes les limites aussi qu'on peut rencontrer et les paramètres au niveau du terrain. Et c'est seulement, je dirais, dans les années 2000 qu'apparaissent les premiers biostimulants. Donc chez Freycinet, forcément, premier biostimulant français, c'est l'Ozir, donc l'Oziril. Donc on peut parler d'historique, mais effectivement, il y a eu un vrai décollage à partir des années 2010. Et c'était un peu le fruit au niveau français de toute la réflexion qui a été faite autour du plan Ecophyto proposé en 2009, suite au Grenelle de l'environnement, où on s'est aperçu qu'effectivement, les biostimulants peuvent avoir un rôle dans cette agriculture de demain plus durable. Et sont arrivés donc par la suite une accélération et au niveau du monde de la recherche avec ces premiers congrès mondiaux sur les biostimulants, inexistants auparavant. Au niveau français, clairement, très rapidement, ont été mises en œuvre des méthodologies d'évaluation, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on veut vendre des produits en France et en Europe, il faut que ces produits soient évalués, notamment en France. Donc, l'ANSES avait fait la demande à ce qu'il y ait des vraies méthodes d'évaluation. Ça ne pouvait pas arriver à la distribution sans avoir été évalué, et on n'en avait pas de méthode. Donc, suite à cela, il y a eu le plan Ecophyto 2, la suite logique, et là, on voit vraiment aujourd'hui que ça commence à arriver au terrain, mais c'est le fruit de près de 20 ans de travail. Et malheureusement, cette complexité au terrain se ressent parce qu'il n'y a pas forcément l'accompagnement technique qui introduit la notion de physiologie végétale qui accompagne notamment ce concept. Donc aujourd'hui, l'avenir est une vue à 2030, clairement. Le European Green Deal dit clairement qu'il faut aller dans ce champ d'action avec ces produits alternatifs. Et vraiment, on y croit beaucoup, tant dans la recherche qu'au niveau du terrain, avec un gros développement de ces produits. Cette année, on est à plus de 10%, et je pense que ça va continuer à s'accélérer dans les années qui viennent. Voilà, donc je te repasse la parole, Patrick. Merci, Marie-Emmanuelle. Alors, les cibles physiologiques sont nombreuses, et donc ceci ne reprend qu'une petite partie de la littérature, bien évidemment. Il y a de très nombreux autres articles qu'il faudrait citer, mais j'ai repris cette figure simplement parce qu'elle veut insister sur la diversité des cibles physiologiques, et à commencer sur la diversité des organes cibles chez la plante, que ce soit les racines, les fleurs, les fruits, les feuilles. Finalement, on peut identifier des effets des biostimulants sur tous les compartiments de la plante, sur des fonctions biochimiques très variées. Et aujourd'hui, les outils, évidemment, de la biologie moléculaire en particulier vont nous permettre aussi d'identifier la diversité des gènes dont l'expression va être modulée par l'application de ces biostimulants. Donc une recherche active, je ne vais pas évidemment détailler les effets physiologiques, retenez simplement la diversité donc de ces cibles. Alors, donc le concept de biostimulant, comme vous l'avez compris, est basé sur des revendications et non pas sur des compositions. Il est difficile finalement de dire ce que sont ces biostimulants. On peut définir quand même quelques catégories. Les extraits de végétaux, les extraits d'algues font partie des biostimulants les plus importants aujourd'hui mis sur le marché.
Vous les connaissez sans doute bien. Il y a aussi les protéines hydrolysées, donc les acides aminés, les petits peptides qui résultent de ces protéines hydrolysées, les substances humiques et fulviques ou bien des substances complexes qui les contiennent, comme des extraits de compost, des biomolécules, enzymes, vitamines, antioxydants. Les micro-organismes donc vont également être compris, certains micro-organismes dans la catégorie des biostimulants, mais là aussi on a je dirais une liste qui est aujourd'hui très limitée. Hein. Donc les champignons mycorhiziens font partie des biostimulants, donc de cette catégorie CMC7 que nous avons montré précédemment. Les rhizobiums et genres apparentés, donc qui chez les légumineuses réalisent donc la fixation symbiotique de l'azote atmosphérique dans les nodules, et puis deux autres genres bactériens qui sont réputés pour leur activité de fixation de l'azote de l'atmosphère. Mais bon, là, c'est clairement un chantier encore au niveau européen. Il y a une longue liste de candidats biostimulants, mais aujourd'hui, une liste positive intégrée donc à la réglementation adoptée, qui est beaucoup plus limitée. Mais voilà, il faut y travailler. Et puis, il y a des substances minérales non nutritives, hein, différentes formes de silicium particulièrement, qui ont des effets bénéfiques sur les plantes, qui ne sont pas toujours considérés donc, comme nutriments. D'autres éléments, sélénium, vanadium, qui font donc l'objet également de développements plus récents. Donc, grande diversité. Maintenant, le paradigme mérite d'être peut-être présenté encore davantage. Que nous apportent finalement ces biostimulants par rapport donc à d'autres produits? Alors, vous voyez, ce qu'on reprend ici, c'est de façon très, très schématique le rendement qui peut être atteint, le rendement maximal qui va être fixé par la génétique, qui est indiqué donc ici à droite, et puis on a un certain nombre d'intrants agronomiques qui vont permettre l'expression de ce potentiel génétique. On a ici un niveau de rendement qui peut être obtenu sans fertilisants, sans produits de protection des plantes. Oui, mais on peut à ce moment-là, par la protection, hein, après avoir nourri la plante, on peut défendre la plante contre leurs agresseurs biotiques. À ce moment-là, on atteint évidemment un niveau de rendement supérieur. Et la contribution des biostimulants, finalement, va être de mieux protéger la plante contre des stress abiotiques en particulier. Donc, c'est une activité que je qualifierais de fortification de la plante, qui va permettre donc de grimper à des niveaux de rendement supérieurs. Et donc, ce qui est intéressant, me semble-t-il, de situer, c'est que là où les produits de biocontrôle sont essentiellement des produits de substitution, c'est-à-dire qu'ils vont remplacer des pesticides de synthèse, des molécules de synthèse, les biostimulants sont, eux, des technologies incrémentielles, c'est-à-dire qu'on va augmenter le rendement en faisant quelque chose qu'on n'était pas capable de faire avant, protéger la plante contre le froid, le chaud, contre le sec. Voilà, vous allez me dire, on peut irriguer, oui, mais pas toujours. Donc, il y a, avec les biostimulants, la possibilité d'apporter, par un traitement appliqué à la plante, d'apporter une solution technique à une limitation de rendement imposée donc par des stress abiotiques. Maintenant, la variabilité de la réponse est importante. J'ai ici repris d'un document commercial en fait, donc qui a été public. Il s'agit en fait d'acide humique et fulvique en enrobage du blé d'hiver, donc testé sur différents continents, dans différents contextes agropédoclimatiques, donc et sur différentes variétés. Et vous avez ici donc les résultats de 73 essais exprimés donc en pourcentage d'augmentation ou de diminution du rendement. Ben voilà ce que vous obtenez avec des biostimulants. Voilà une réponse typiquement rencontrée, donc une grande variabilité. La difficulté est qu'on ne comprend pas nécessairement les sources de cette variabilité. Et là, le règlement quand même est clair. Quand demain, à
partir de 2022, si tout se passe bien, on va mettre donc une étiquette fertilisant marqué CE, biostimulant marqué CE sur un biostimulant commercialisé en Europe, le règlement est clair, le biostimulant des végétaux doit avoir les effets qui sont revendiqués sur l'étiquette pour les végétaux qui y sont spécifiés. Donc ça, c'est le défaut, c'est le défi, pardon. C'est évidemment de faire de ces biostimulants des produits qui sont d'une efficacité suffisamment garantie pour l'agriculteur. Et aujourd'hui, on est confronté effectivement à cette variabilité. Maintenant, vous voyez que on a quand même ici un résultat qui est globalement positif. Hein. Si on calcule un petit peu, si on tente de faire une moyenne ici, ben on est clairement à un ordre d'augmentation du rendement de 4,5%, affirme donc cette documentation commerciale. Alors les sources de variabilité sont nombreuses. Il y a l'effet de la génétique. On s'aperçoit que les variétés répondent différemment aux biostimulants. Et donc, vous avez ici, c'est Marie-Emmanuelle Saint-Macary qui m'a proposé cette diapositive dans la discussion que l'on a eue pour préparer ce séminaire. Vous voyez ici, chez le blé dur, au niveau donc de stade précoce, au niveau de plantule chez le blé dur, ou chez le maïs, donc au niveau du rendement en plein champ, donc pour différentes variétés de maïs. Vous voyez donc les pourcentages d'augmentation ou de diminution donc de la croissance ou du rendement sous l'effet du biostimulant sont quand même très variables. Donc il est très important d'apprendre à connaître évidemment quelles sont les variétés qui vont donc répondre particulièrement à ces biostimulants. C'est un des défis. Et donc j'ai la conviction que l'avenir des biostimulants repose sur l'intégration finalement de cet outil dans un panel d'outils et de services qui vont nous permettre un meilleur monitoring de la performance des cultures, y compris donc pendant la culture et en particulier pendant la culture. Une meilleure prise en compte également de l'hétérogénéité de la parcelle agricole, savoir quand intervenir, en fonction de quelles conditions de stress nutritionnel, y a-t-il stress hydrique? Et donc là, tous les outils que l'on peut regrouper sous l'appellation d'agriculture de précision, qui permettent ce monitoring en temps réel de la culture, vont précisément nous aider à définir les conditions d'intervention justifiées au moyen donc des biostimulants. Et donc nous avons un certain nombre d'enjeux que nous devons mieux comprendre. Tout d'abord, la nature donc des constituants bioactifs et des cibles physiologiques des biostimulants doivent encore être mieux précisées. Les constituants bioactifs interagissent entre eux. Un extrait d'algue, voilà quelque chose de très complexe avec différents bioactifs. Comment interagissent-ils? Y a-t-il des effets additifs, synergiques ou autres? Il reste encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Comment les biostimulants interagissent avec les intrants, les engrais, les pesticides, efficience d'utilisation des nutriments, c'est une des revendications. Oui, mais ça se passe concrètement comment? Comment les biostimulants interagissent-ils avec les micro-organismes du sol? Et alors, quel trait de la plante voulons-nous cibler en priorité? Quand on dit amélioration de la tolérance à la sécheresse, oui, mais ça veut dire quoi au niveau de la plante, au niveau de la qualité de l'enracinement, au niveau de l'architecture de la plante? Là, on s'aperçoit, et cette question, elle se pose avec autant d'acuité dans le domaine de l'amélioration génétique des plantes. Donc, oui, mais quelles sont en définitive les propriétés unitaires de la plante qui permettent d'améliorer leur performance agronomique? Ce sont sur ces traits-là de performance qu'il faudra agir. Difficulté à avoir des tests en milieu contrôlé qui nous permettent de prédire les performances du terrain. Pour les raisons qu'on avançait avant, notamment donc, quels sont les traits au laboratoire que nous devons observer qui sont fortement corrélés avec les performances du terrain. Comment mesurer les bénéfices des biostimulants sur le terrain? C'est un enjeu critique. Niels Bohr, prix Nobel de physique en 1908, a cette phrase qui nous fait réfléchir: ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas de biostimulant si on ne peut pas mesurer l'effet du biostimulant. Soyons exigeants, soyons critiques. C'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui, mesurer les effets des biostimulants.
mais aussi, sommes-nous capables de décrire ce que nous attendons clairement du biostimulant? Une protection avant le stress, ce qu'on appelle un effet priming, protection pendant le stress, favoriser la récupération de la plante après le stress, après les gelées catastrophiques. Qu'attendons-nous du biostimulant? Est-ce que nous voulons quelque chose qui nous aide à récupérer éventuellement les dommages du gel, ou bien plutôt de protéger la plante avant le gel, ou bien de pouvoir agir au moment où la contrainte s'exerce? Je crois qu'on manque aussi de clarté dans les objectifs agronomiques qui sont donc qui devraient être à la base du développement des biostimulants. Avec la question des seuils d'intervention, à partir de quand est-ce qu'on intervient, calcul économique aussi qui doit être greffé évidemment très vite sur l'évaluation des performances des biostimulants. Et puis, de qui attendez-vous finalement d'être informé sur l'efficacité des biostimulants? Avec quelques initiatives françaises, et je terminerai par là, et européennes, donc des standards européens qui vont être définis pour l'implémentation de la réglementation européenne, évaluation de la conformité, donc lorsqu'une firme va mettre le produit sur le marché, il y a des données qui doivent être produites pour valider la conformité aux standards d'efficacité et de sûreté, qui vont devoir être donc certifiés par des organismes officiels notifiés en Europe. De nombreuses initiatives de réseaux de recherche, publics, privés, je cite quelques réseaux dont j'ai connaissance, mais on peut rallonger la liste, et puis des instituts techniques professionnels, Arvalis, Astre d'Or, qui sont, je dirais, à la manœuvre aujourd'hui également pour apporter des arguments et des réponses aux nombreuses questions que posent encore donc les biostimulants. Voilà, Marie-Emmanuelle, je te repasse la parole. Oui, ben merci beaucoup. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de questionnements. Il n'y a pas forcément de réponse, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est le biostimulant, c'est quand même une science de précision. On parle d'outils de précision. Donc voilà, sur ce graphique, on voit clairement, je dirais, le paradigme du système comme on l'a connu avant les années 2000 au moins, et qui se poursuit, mais voilà, souvent avec cette dichotomie de on nourrit et on protège, ce que je disais auparavant. Ça s'est déjà complexifié. On était monté d'un cran avec l'introduction de micro-organismes pour de la nutrition, donc les biofertilisants en propre. Côté protection, c'était utiliser les biotechnologies comme les phéromones, donc la notion de biocontrôle pour aller protéger. Donc, on essayait déjà de réguler les cycles au niveau du système et des itinéraires culturaux. Et là, on monte d'un cran avec ces nouveaux outils qui peuvent être très précis. Et c'est vraiment la reconception d'un système avec cette précision au cas par cas. Ça va être stade dépendant, ça va être agro-météo dépendant, avec tout ce questionnement qu'il faut avoir, donc la technicité nécessaire. Mais quand même, tout cela va s'appuyer sur de l'aide par justement le côté numérique qu'on attend beaucoup aujourd'hui. Donc là, sur ce schéma, j'ai mis des drones, j'ai mis de la technologie emportée. On sait qu'aujourd'hui, en grande culture, voilà, on a des pulvérisateurs qui sont capables d'être adaptés avec les bus. Donc vraiment, on commence à monter en technicité. Les applications aussi via les outils d'aide à la décision peuvent beaucoup aider. Aujourd'hui, développés pour la protection. Pourquoi pas demain pour la biostimulation, un stress est annoncé, comme le disait Patrick. En amont, si on a un produit préventif, bah, c'est le moment d'y aller. Voilà, donc tout ça, je pense, est à reconcevoir. Et tout cela s'inscrit voilà, dans un contexte encore plus global. Alors là, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour justement vous donner le temps de la recherche que l'on connaît bien avec Patrick. Et ce temps de la recherche à un temps d'avance, c'est normal. Mais effectivement, tous ces outils qu'on apporte aujourd'hui vont vraiment aider aux biostimulants actuels, mais le demain, dans les projets de recherche aujourd'hui, c'est toutes les sciences travaillent ensemble. Ça n'est plus une science unique je suis sur la nutrition végétale, je suis sur l'éradication d'un pathosystème. C'est vraiment, aujourd'hui, quand il y a un projet qui se monte, vous avez tous ces leviers, donc c'est ce qu'on appelle le phytobiome au niveau mondial, hein, c'est vraiment de la recherche mondiale. Vous voyez tous ces réseaux d'interaction et surtout le mot d'ordre qui est l'interdisciplinarité. Donc on n'oublie plus les copains du big data, la nutrition, le sol est pris en compte, les micro-organismes, phylosphère, rhizosphère, tout est pris en compte
pour que demain, on vous donne tous les outils en main et surtout simplifier le discours par rapport justement à cette précision nécessaire aux biostimulants qui ne l'étaient pas aux produits actuels. Voilà. Donc j'espère qu'avec cette vision globale, vous voyez un peu vers où on va, où on en est, et puis le passé aussi. Il y a déjà eu de belles avancées sur les biostimulants, il ne faut pas l'oublier, on en est quand même en 2020 avec des biostimulants commercialisés et d'ores et déjà utilisés. Donc maintenant, place au débat et n'hésitez pas à poser plein de questions à Patrick Dujardin. Voilà, donc, merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour cette présentation qui est claire, complète. Donc il y a déjà des questions qui sont remontées un petit peu tout au long de la présentation. Donc je vais essayer de relayer, de faire le porte-voix. Du coup, une des premières questions donc, que je vais poser en premier, c'est une question un peu plus réglementaire. Et la question donc, qui sera assez technique, est-ce qu'il y aura une différenciation entre les homologations d'effets et les homologations de matières premières? Alors, en fait, il n'y a pas véritablement d'homologation au sens où on l'entend généralement et on l'entend dans le dispositif français actuel. Il y a production de données par la firme, à la fois sur les constituants, donc les component materials, donc les constituants d'une part, et sur les effets, donc la catégorie fonctionnelle. Production de données, donc qui doit à la fois répondre effectivement à la composition et à l'activité. Production de données selon des standards européens harmonisés. De la même façon, quand vous avez un jouet, vous achetez un jouet pour votre petit-neveu, il y a la marque CE là-dessus parce que on est effectivement avec un produit qui possède un certain nombre de caractéristiques. On a des données sur ces caractéristiques et ces données sont conformes à des standards de sûreté ou d'efficacité. Donc, c'est ça qui va se passer demain. C'est la firme, pour mettre un produit sur le marché, doit avoir les données et ces données doivent être suffisantes pour justifier la conformité du produit à l'égard de standards. Et qui vérifie cette conformité? Des autorités donc notifiées au niveau européen qui vont donc faire la checklist, effectivement, de voir si toutes les données, si les protocoles d'essai, par exemple, ont été respectés, si les degrés de contamination, de contaminants, par exemple, quand on parle donc des standards qui ont trait à la composition, notamment donc des seuils maximum de contaminants divers qui sont indiqués. Donc tout ça doit être vérifié pour la mise sur le marché du produit. D'accord. Très bien. Donc d'autres questions que j'essaie de regrouper. Il y en a certaines là qui sont qui vont évoquer un petit peu l'efficacité. C'est de dire aujourd'hui, on voit de nombreux biostimulants qui sont autorisés, qui revendiquent justement des effets. Donc on continue dans cette idée d'effets, mais qu'il est souvent en fait difficile d'observer au champ. Donc la question c'est voilà comment certains indicateurs qui vont arriver sur dire des effets sur le rendement ou sur la qualité, mais qu'on ne voit pas au champ. Pourquoi? Et du coup, moi, la question aussi que je compléterai, c'est aujourd'hui, vous avez dit à la fois Marie-Emmanuelle et toi, Patrick, qu'il n'y avait pas forcément de réponse, mais aujourd'hui à toutes les questions, quoi, qu'il y a un grand ensemble, mais il y a quand même beaucoup de produits, donc du coup avec beaucoup de revendications. Donc la question, c'est comment choisir et comment avancer dans à la fois un temps de la recherche qui travaille encore, mais un temps de la pratique qui est déjà avec les solutions qui sont déjà sur le terrain. Donc, comment évaluer effectivement pourquoi il y a un écart entre l'effet du dossier d'homologation, ça c'est la question, et l'effet observé sur le champ? Est-ce qu'on peut expliquer cet effet? Et du coup, moi, là, je pousse un peu plus loin en disant comment peut-on choisir? Alors, ce sont évidemment des questions extrêmement difficiles. Moi, je crois que la solution va être dégagée d'une interaction la plus franche, transparente et complète possible entre la firme qui met le produit sur le marché et l'utilisateur et l'acheteur. Je pense qu'il faut pousser effectivement la firme dans ses derniers retranchements, le pousser à
à faire part de ce qui est connu sur le produit, de la réponse donc des différentes variétés, des conditions de sol, éventuellement de limitation nutritionnelle qui permettent d'observer les effets, de combiner peut-être le biostimulant avec une réduction effectivement d'apport nutritionnel. Donc je crois que c'est effectivement un point qui me préoccupe aussi. Je crois que c'est à l'agriculteur aussi à formuler l'attente qu'il a pour tel problème agronomique et de voir en interaction avec les firmes qui mettent des produits sur le marché si au problème technique soulevé, il y a des solutions techniques validées au niveau de l'utilisation des biostimulants. Trop souvent, aujourd'hui, effectivement, on a des biostimulants qui sont des mélanges de beaucoup de choses et on se dit bah, on va appliquer ça, on espère qu'on verra quand même un effet sur le rendement, parce qu'a priori c'est quand même toujours ça qui nous intéresse à la fin. Je dis ça, c'est pas la bonne solution et c'est ce qui freine aussi le développement des biostimulants. Moi j'ai envie de dire ben non, soyez effectivement exigeants. Ben moi je vais effectivement m'intéresser quand même au taux de sucre, au niveau de composés phénoliques, au niveau des grains de raisin de mon vignoble, et donc je veux pouvoir mesurer cela. Je veux avoir un biostimulant pour lequel j'ai des arguments de la littérature, enfin la firme va me les produire, qui indiquent que je peux effectivement agir sur cette propriété qualitative ou quantitative. En cas de stress, ben moi j'ai effectivement, au niveau du soja, je développe une filière soja en France, mais je vois que j'ai quand même un petit peu le coup de bambou des herbicides appliqués sur le soja. Je voudrais vraiment quand même avoir une solution pour permettre une récupération du soja après le traitement herbicide. Quelles sont les données? Qu'est-ce que vous avez précisément sur cette question agronomique? Et donc je pense que c'est comme ça qu'on va tirer les biostimulants vers le véritable bénéfice pour l'agriculture, en resserrant mieux les questions, en sachant ce qu'on attend plus précisément du biostimulant. Et alors les données, ben, il va falloir effectivement qu'elles soient produites. Les firmes, elles doivent avoir ces données de façon convaincante et de préférence donc avec des partenaires de la recherche qui vont permettre de valider les données en question. Pour compléter, je pense qu'en fait, il s'est passé aussi dans l'histoire qu'on utilisait des extraits et on a vu des effets. Et donc, les gens sont partis sur, je dirais, cette théorie de l'extrait global. Et on s'est aperçu effectivement que ça marchait pas. Nos grands-parents utilisaient dans les jardins. Et je pense qu'aujourd'hui, on va passer sur un autre concept. Et les nouveaux biostimulants, c'est un peu la phase 2 aussi des biostimulants depuis les années 2010, où la recherche a bien avancé, les modes d'action sont de plus en plus décrits. On va pouvoir définir de nouvelles cibles vis-à-vis d'un cahier des charges aussi qui était inexistant. On attendait tout des biostimulants. Et je pense que maintenant, la prochaine étape, vraiment, c'est qu'on va aller réfléchir en substances actives, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'alors. Et on va aller de plus en plus vers de la précision, ce que je disais. Et ça, c'est l'étape qui arrive avec des produits qui seront mieux détaillés, plus connus, avec des effets bien plus ciblés. Mais attention, effectivement, c'est très clair qu'il va falloir aussi savoir ce qu'on souhaite dans son champ, parce que ça n'est pas anodin. On peut très bien protéger prioritairement, mais à côté, réduire part en productivité, puisque ça, c'est quelque chose de rendement qui est quasiment globalement vérifié pour la plupart des biostimulants, mais on va peut-être baisser sur la qualité. Et c'est là où il faudra faire attention à tout ça. Et je pense vraiment cette approche globale, mais beaucoup plus précise, c'est l'agriculture de précision qui arrive avec les biostimulants. Et la première génération qui est aujourd'hui sur le terrain, effectivement, c'est une majorité d'extraits très peu décrites, très peu caractérisées, avec des potentiels et des revendications. Quand on voit les listes de revendications, ça paraît tellement magique que c'est impossible. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça ne marche pas tout le temps, voire ça ne marche pas beaucoup, parce qu'il y a trop de composés qui, d'eux-mêmes, peuvent aussi être en compétition pour la plante. Donc voilà, je pense qu'on a une étape charnière. Oui, donc, oui. Je crois qu'une meilleure précision sur la nature des composés bioactifs et leur interaction à l'intérieur de la substance complexe, c'est un point sur lequel il faut effectivement insister. C'est vrai qu'on a des biostimulants un peu 2.0 qui sont, je dirais, aujourd'hui proposés. Et aussi, donc, une meilleure connaissance des
caractéristiques physiologiques sur lesquelles on veut agir. Hein, donc, trop souvent dans un catalogue de biostimulants, vous avez, on vous montre, tiens, regardez, il y a plus de racines là, il y a un chevelu racinaire plus important. Oui, mais c'est pas toujours ce qu'on recherche. En quoi est-ce que le chevelu racinaire plus important à tel stade, dans des conditions contrôlées, comment ça va se traduire en termes d'efficience, d'utilisation des ressources et en termes de rendement, c'est quand même une vraie question. Donc là aussi, on doit être beaucoup plus clair sur les caractéristiques végétales qui sont véritablement pertinentes pour une performance agronomique. Donc, il y a énormément de questions. Donc, je vais être obligé de trier un peu. Donc, ne vous inquiétez pas pour toutes les personnes qui ont posé des questions. Si on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui, on s'engage à vous répondre de toute façon personnellement dans la suite. Donc, dans les semaines qui viennent, hein, même très précisément. Dans les questions justement il y avait, mais je pense que vous avez un peu répondu, il y avait comment trier le bon grain de livret quelque part aujourd'hui de ce qu'on voit. Donc, dans ce que vous avez proposé, c'est effectivement de revenir un petit peu plus sur les effets revendiqués, comprendre, avoir accès à de la donnée. Et à la rigueur, quand il n'y a pas accès à trop de données d'essai, c'est quelque chose qu'il faut à mon avis, qu'il faut du coup un petit peu peut-être aider. Et du coup, il y a une question qui est posée que vous avez évoquée aussi dans la présentation de façon peut-être un peu rapide, mais sur un aspect économique. Voilà. Il y a aujourd'hui, donc je retombe sur la question. Voilà. Vous avez souligné qu'il peut y avoir un manque de garantie sur l'efficacité. Donc ça c'est sûr, difficile de faire le tri de publicité et car la situation est parfois aussi monopolistique de certaines firmes qui sont dans certains endroits. Donc comment justement cette approche économique, on peut en tenir compte et est-ce que c'est sur le rendement parce que j'ai plus de rendement? Est-ce que c'est parce que ça me réduit certaines choses? Et du coup, comment on peut avoir cette approche-là? Je pense que évidemment, il faut sans doute distinguer les différents contextes d'application. Qu'est-ce qui crée la valeur ajoutée finalement du produit et voir les possibilités d'action que l'on a avec les biostimulants. Mais je pense que vous avez bien dit, donc l'exigence de données, montrez-nous vos essais, mais je pense qu'il faut aussi effectivement s'engager dans un calcul économique, de se dire, oui, mais bon, est-ce que le coût d'application de mon biostimulant, il va effectivement être compensé par un supplément de rendement si je m'intéresse à une tolérance à un stress, donc en condition de stress, ou bien un supplément de qualité de calibre au niveau de la pomme de terre ou du taux de matière sèche. Donc je crois que là aussi, il y a des données qui doivent être traduites, donc des données agronomiques qui doivent être traduites en termes économiques, de valeur marchande des produits, et il faut exiger ces données. Je pense que tant qu'on n'exige pas les données, on ne progressera pas dans notre compréhension des biostimulants et dans leur bonne utilisation. Alors, une question après, peut-être pour changer un petit peu d'angle, qui est une question qui dit, du coup, quels sont mes outils de terrain, moi, justement, enfin, qui changent d'angle, mais peut-être qui continuent aussi là-dessus. Est-ce que j'ai des outils? La question, c'est est-ce que les utilisateurs et les metteurs en marché ne doivent pas proposer simultanément avec leurs produits un diagnostic terrain pour être sûr que cela fonctionne et quels outils? 100% d'accord. Je crois que la clé est là. Hein, donc, le biostimulant, c'est pas seulement un service, pardon, c'est pas seulement un produit, ça va être un service. Et un service qui rentre dans tout un techno-écosystème, j'ai envie de dire. Et là, donc, Marie-Emmanuelle l'a très bien résumé en fin d'exposé. Hein. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Non, j'essaye de. Il faut le conseil et le conseil justifié. Oui. Une question aussi, donc là, qui je pense est à la limite de la partie biostimulante, mais j'attends avec grand intérêt votre réponse, qui est de dire, existe-t-il des biostimulants, foliaires ou racinaires, qui agissent de manière significative sur la résistance des plantes aux maladies cryptogamiques? Maladie tout court, cryptogamiques. Alors ça, c'est des biostimulants. Alors là, il est clair, c'est vrai que la question devait être posée, je dirais, dans un séminaire comme celui-ci. La ligne de démarcation possible ou non entre biostimulation et bioprotection, biocontrôle, elle est très artificielle. Elle est imposée par la réglementation, elle est tout à fait artificielle, parce que la biologie ne connaît pas véritablement, et l'agronomie ne connaît pas véritablement cette ligne de démarcation. Bon nombre de biostimulants, microbiens en particulier, auront également un effet phytoprotecteur. La question est de voir qu'est-ce que vous allez revendiquer, qu'est-ce que la firme va revendiquer. Et c'est en fonction de ce qu'elle revendique qu'elle va mettre en marché un produit.
Et donc, on a toute une zone grise. On sait bien aussi, pour refaire l'analogie, on est parti d'une analogie avec le domaine de la médecine humaine. On sait très bien qu'un organisme bien nourri, bien alimenté, en bonne santé, va résister beaucoup mieux à toute une série d'agresseurs bactériens, viraux et autres. Donc, la même logique, elle doit être poursuivie dans le domaine des plantes, mais on ne pourra jamais dire que le biostimulant protège directement. De fait, il va le faire. Même un champignon mycorhizien, hein, qu'on associe véritablement à la nutrition, on sait très bien, il y a de nombreux arguments de la littérature qui indiquent qu'il y a des effets protecteurs du champignon mycorhizien contre un certain nombre de champignons pathogènes, et parfois des effets très, très directs, hein, d'antagonisme, donc de production de substances antibiotiques. Donc ce sont vraiment des effets de protection, hein. Ce n'est pas seulement des effets de colonisation ou de compétition pour des ressources, c'est vraiment des effets antagonistes. Donc, je crois que ça, c'est un des défis, effectivement, de bien utiliser quand même les produits qui vont être mis sur le marché avec des contraintes réglementaires particulières, en gardant à l'esprit leur diversité d'action, hein. Et on a utilisé dans le séminaire le terme de fortifier, hein. C'est un terme que je crois qu'il faut effectivement bien comprendre. On va fortifier la plante. Alors, fortifier, c'est déjà la défendre, sans doute, mais on va pas vraiment le dire, hein, mais de fait, c'est ce qui va se passer. Et d'ailleurs, pour compléter, tu as fait l'exemple de l'herbicide, c'est-à-dire un biostimulant peut permettre de reprendre, donc là c'est au niveau métabolique après un herbicide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est des choses qui sont presque acquises pour certains biostimulants. C'est-à-dire qu'on va relancer une machine physiologique, métabolique, donc après un stress que peut être un herbicide. Et il y a aussi, donc ça commence à être très fin là, hein, puisqu'on peut l'appliquer avec l'herbicide pour éviter les effets négatifs de l'herbicide. Donc la frontière est très fine. Et aussi, ça va être autre exemple des anti-stress ou qui vont jouer sur le côté mécanique, épaississant, donc fortifiant, effectivement, qui peuvent aussi être une barrière mécanique, physiologique, vis-à-vis de bioagresseurs. Donc, c'est vrai que la limite est très fine. On n'en parle pas de SDP, on se sert de la machinerie de défense intrinsèque des plantes, qui là vont cibler les bioagresseurs. Mais malgré ça, qui est purement du biotique, puisque la visée et la finalité, c'est bien de se défendre contre des agressions biotiques, il y a effectivement dans les mécanismes d'action des biostimulants actuels, des mécanismes qui sont complémentaires à la protection. Et c'est là où la limite va être très compliquée à expliquer, mais il faut qu'elle soit vraiment bien expliquée parce que c'est de la complémentarité. Alors, autre question de personnes qui réalisent eux-mêmes leurs biostimulants, donc soit sur leur exploitation, et là notamment c'est la question d'un gestionnaire de golf qui fait ses propres préparation via des thés, des choses comme ça, thé de compost et autres. La question, c'est est-ce que dans le cadre d'un règlement européen, est-ce qu'il y aura obligation d'homologation? Est-ce qu'on pourra toujours continuer à faire ces préparations? Et du coup, comment aussi évaluer l'efficacité de ces préparations, sachant qu'elles n'ont pas été évaluées en amont, quoi. C'est chacun qui se la fait, quoi. Bonne question. Moi j'ai envie de dire, le règlement, il porte sur la mise en marché européen avec un marquage CE de produits. Ça, c'est le règlement. Je n'ai pas connaissance que cela va modifier de telles pratiques, je dirais, locales, obligation d'enregistrement, etc. Si c'est pas pour une commercialisation, pas pour une mise à disposition de tiers, hein, donc je pense que je ne vois pas en quoi le règlement pourrait interférer avec cette pratique. Par contre, du coup, moi, j'ai posé la question pour aller plus loin. Je suis agronome de formation. J'ai poussé la question plus loin. Ça veut dire que du coup, si je prépare des choses chez moi, mais que j'utilise d'autres produits, c'est aussi peut-être l'évaluation de l'interaction. Et on sait que, comme vous l'avez cité tous les deux un petit peu dans la présentation, il y a un moment où si j'apporte aussi trop de signaux à la plante, je risque de détraquer un petit peu le système métabolique et du coup de ne plus avoir l'effet métabolique souhaité. Parce que je vais avoir des messages différents et donc je vais bloquer en fait le message et ne plus rien avoir. Voire une baisse. Donc, ça, est-ce que c'est une évaluation qui peut être faite? Est-ce que les interactions, c'est des choses qui peuvent être faites dans ce sens-là ou à votre Alors, on peut avoir tous les types d'interactions, hein, des synergies, des additions, ce qu'on appelle des effets émergents, des choses qui apparaissent, qui ne sont ni l'amplification qui sont pas du tout l'amplification de choses qu'on observait avant. Donc ça,
Là, c'est vraiment un point sur lequel on a finalement peu de données de la littérature parce que c'est très difficile d'aborder ces interactions, mais on peut de façon théorique raisonner sur un certain nombre de schémas. Et je crois qu'il faut garder certainement modestie comme pour tout et savoir qu'on va rester sur une base empirique forte au niveau de l'utilisation de ces produits. Apprenons à observer, à mesurer. Oui, donc ce qui rejoint le commentaire qui avait été fait, ayons des outils de diagnostic et d'accompagnement pour justement mesurer. Et je pense que dans le domaine de la recherche sur les biostimulants, je crois qu'il y aura beaucoup de questions qui doivent venir de la pratique et qui vont remonter vers le laboratoire. Et c'est là qu'on est dans une optique quand même un peu différente, dans une séquence différente de celle de la protection des plantes. On a généralement des cibles, on va rechercher des molécules qui interagissent avec tel récepteur pour interférer avec tel bioagresseur, etc. Donc et puis on a une logique qui passe du laboratoire au champ. Je dirais qu'ici, dans le domaine des biostimulants, on n'a pas cette séquence. On part d'une cible moléculaire très précise. On part d'effets recherchés et puis, ayant, je dirais, récolté de tels effets, il faut faire remonter des questions à la recherche sur la nature des composés bioactifs, leur interaction, qu'est-ce qui fonctionne dans le mélange, telle ou telle fraction. Je crois que on est dans une logique de développement de produits qui est quand même clairement différente de celle des phytos classiques. Après, j'ai posé deux questions qui sont très concrètes. Un biostimulant est-il forcément liquide et par voie foliaire, ou peut-on l'avoir par forme d'autres formes et du coup par d'autres modes d'application? Non, il n'est pas nécessairement liquide, il peut être solide. De plus en plus, il peut être utilisé comme agent d'enrobage ou intégré dans des agents d'enrobage. Il peut être encapsulé. Donc, il y a là toute une grande diversité, je dirais, de possibilités d'application et de formulation. Et c'est un des défis. On n'a pas encore assez travaillé sur la formulation. Et d'ailleurs, on a voulu ouvrir pour le prochain congrès biostimulant qui se passe en Floride en fin novembre 2021, on a voulu ouvrir une session sur la formulation des biostimulants parce que c'est un peu une boîte noire encore pour l'instant. Question aussi très pratique. Le calcium est-il un nutriment, un oligo-élément, un activateur de développement ou aucun des trois? Comme le citron. Comme le citron, exactement. Alors, je dirais, officiellement, c'est un macronutriment. Donc là clairement, mais c'est une très bonne remarque parce que on a l'habitude, et je l'ai fait moi-même, de discuter de la ligne de démarcation difficile entre protection et nutrition, etc. Je dirais entre le biostimulant et le nutriment, il y a aussi toute une difficulté en particulier sur le rôle de certains micronutriments. Il y a là aussi une difficulté peut-être à bien départager biostimulants et nutriments. On est d'accord. Et donc le calcium a des effets multiples et variés en tant que macronutriment, élément de structure dans la cellule, mais on le sait aussi, des rôles dans ce qu'on appelle la signalisation cellulaire, c'est-à-dire la transmission de signaux qui viennent de l'environnement ou de signaux hormonaux. Et donc le calcium a un effet modulateur de toute une série d'activités physiologiques, c'est tout à fait vrai. La biologie est complexe. Et l'agronomie plus encore. Et justement, moi, ça me fait penser calcium, donc nutriments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi, faut pas oublier qu'on était parti sur des acquis de nutrition. Et même ceux-là, aujourd'hui, sont en train d'être remis en cause au niveau de la recherche, notamment quand je vois tout le débat autour de la silice. On pose la question à même un physiologiste végétal. Il y en a certains, ils vont dire c'est un macronutriment pour certains types de plantes, c'est un micronutriment pour d'autres types de plantes. Il y a des plantes qui n'en veulent pas du tout, elles en sont réjectrices. Donc, on arrive vraiment aux limites de la catégorisation des éléments nutritifs. Donc, c'est vrai que le règlement qui a toujours fait qu'on était NPK, oligo-éléments, arrive à ses limites et les biostimulants étant là pour augmenter l'efficience, ça devient très compliqué de mettre les choses dans des cases, sachant qu'on va jouer sur des tout petites signalétiques, justement. C'est ce que j'appelle les interrupteurs moléculaires. Rappelez-vous, l'image, elle est claire. On a l'élément et on va jouer sur son utilisation à l'intérieur. Et c'est ça qui va changer la donne et ce qui fait d'un biostimulant.
C'est pas l'apport du calcium, c'est comment il sera utilisé avec le produit et les effets qui en ressortiront. Voilà. Donc c'est vrai que le calcium fait penser à ça, mais voilà, c'est pas le seul élément et je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises. Et j'arrête pas de pointer le doigt sur le soufre aussi, moi, depuis. Et alors lui, c'est pas que nutrition, c'est protection et biostimulation. Donc voilà, je laisse la porte ouverte, mais je pense que les questions là-dessus, on ne peut pas mettre dans une case. C'est une case réglementaire, mais pas d'effet. Bon, très bien. Il y a encore énormément de questions, mais en fait, je vois que le temps tourne et je pense que nous allons clôturer ce troisième webinaire parce qu'il est déjà midi, bientôt midi et quart. Et donc, en tout cas, un très grand merci à Patrick Dujardin pour son intervention, pour la clarté. Effectivement, je pense que vous avez cité plusieurs fois la complexité du phénomène, mais on en voit dans tout ce que vous avez pu évoquer quand même des pistes et des voies de compréhension et du coup des canevas qui permettent sur le terrain de pointer et de comprendre comment je peux choisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup, la plupart des questions tournent autour de ça, c'est-à-dire de comment je choisis, comment je peux trier, j'ai pléthore d'offres, qu'est-ce qui marche pas, et comment ça fonctionne. Donc je pense que dans le canevas, c'est un petit peu ce qui a été évoqué. Donc en tout cas, merci beaucoup à la fois pour la sympathie qu'on a pu avoir dans les échanges en amont de cette présentation et sur la qualité aussi de la présentation. Et je vais laisser le mot de fin à Manu. Bon, moi, de toute façon, voilà, je vais réitérer. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Je suis à tous les congrès biostimulants depuis le départ, hein, à tes côtés. J'espère être dans les prochains. Il n'y a effectivement pas de réponse miracle. La simplification arrive parce que la connaissance arrive. C'est ça le mot de fin que je voudrais dire. C'est-à-dire que l'effet qu'on n'a pas au terrain aujourd'hui, c'est aussi par un manque de connaissances. Et dans le titre, c'était volontaire, effet de mode ou révolution agronomique. J'espère que vous allez sortir de ce séminaire en se disant oui, c'est une révolution agronomique. Je crois qu'agronomes comme nous sommes, nous, on en est convaincus. Par contre, révolution agronomique avec tous les opportunistes qu'il peut y avoir à chaque fois qu'il y a une révolution et de l'argent à se faire et du marché à prendre. Donc, effectivement, le cahier des charges de ce qui est souhaité et se retourner vers celui qui le produit et le fournit est effectivement la clé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un besoin, il faut pouvoir y répondre. Et aussi, ce que je voudrais vraiment juste finir là-dessus, c'est-à-dire que en pharmacie, souvent, on vous dit, quand vous prenez un médicament, ne mélangez pas les médicaments. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand ça marche, quand un produit marche et qu'on joue sur la physiologie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale, si on multiplie trop le tout, c'est fourre-tout un peu qu'on dit des biostimulants, c'est-à-dire que si vous complexifiez tout, ça ne marchera pas, juste parce qu'il y a trop d'effets. Donc, tout simplement, pas à pas, sachez à quelles questions vous souhaitez répondre, votre problématique, et une fois la problématique identifiée, retournez-vous vers des gens qui ont les solutions et vous pourront répondre ou non. Et là, avec le crédit justement scientifique, leurs acquis et leur historique et les preuves d'expérimentation aussi pour vous montrer effectivement l'intérêt dans ce cas précis d'être utilisé. En tout cas, moi, merci beaucoup Patrick. J'espère nous recroiser, bon, par visio, mais en vrai prochainement. Bonne journée à tous et au prochain webinaire avec plaisir. Merci, au revoir. Merci pour l'invitation et au revoir.